Les fourmis n'ont pas de chef. Personne ne leur dit quoi faire et pourtant, c'est une organisation qui fonctionne et qui permet la survie de la colonie. Elle fonctionne sur un principe extrêmement simple. Chaque individu fait le premier truc qu'il y a à faire et quelqu'un d'autre fera le job d'après. Et quand l'individu aura terminé, il fera le premier truc qui reste à faire et ainsi de suite. Nos organisations n'ont pas tout à fait la même agilité, ou du moins pas toujours. Mais alors, peut-on fonctionner de manière plus agile? Faut-il copier sur les fourmis? Et surtout, comment réagir quand l'entreprise se prend un coup de pied dans le siège social? Pour répondre à ces questions de fourmis, je ne reçois pas Bernard Werber, mais il s'y connaît en organisation. Arnaud, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Arnaud, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais, je suis Arnaud Grandchamp. J'ai fait toute ma carrière, près de 18 ans aujourd'hui dans le SI, et depuis 3 ans, j'occupe le poste de CTO dans la FinTech Time, une FinTech de 300 personnes aujourd'hui, qui développe des logiciels de gestion pour les entrepreneurs en lien avec leur cabinet comptable. Ok. Donc vous avez un fonctionnement plutôt agile. Est-ce que tu peux nous décrire déjà, grosse maille, cette organisation un peu agile que vous avez mise en place? Ouais, alors pour ceux qui connaissent les modèles d'organisation, même si on est vraiment agnostique, on s'inspire des termes de Spotify en fait qu'on retrouve, hein. Donc on est dans une logique d'organisation matricielle avec des tribus qui portent les capacités de delivery et des chapters qui réunissent les filières de compétences. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, sur les 300 personnes, on est organisé en 2 tribus principales sur le produit. Une tribu qui s'occupe plutôt des sujets entrepreneurs, donc ce qu'on appelle le client final chez nous, et une tribu qui s'occupe plutôt des services sur la partie cabinet comptable. Là, chaque tribu fait à peu près une centaine de personnes, ce qui permet en fait d'être sous la limite théorique, on va dire, des 150, qui permet du coup à chacun de se connaître au niveau de l'animation de chacune des tribus. Et dans une tribu, on va retrouver des squads qui composent les unités agiles de delivery, sachant qu'on utilise le même modèle à la fois sur les équipes produits et tech, et sur les équipes aussi opérations, sales et marketing, qui complètent chacune des tribus. Puisqu'au final, on va avoir du coup les fonctions vente, marketing vont être propres aussi au persona qui est derrière chacune des tribus, donc respectivement entrepreneur ou expert comptable principalement. Donc chaque tribu a aussi son équipe sales et son équipe marketing associée. Voilà, c'est ça. En fait, dans la tribu, on va trouver des squads de delivery et des squads opérations, sales et marketing aussi, dans chacune des 2 tribus, qui sont relativement autonomes et qui sont animés du coup verticalement par une filière. Donc moi, en tant que CTO, par exemple, j'anime le chapter tech, donc l'ensemble des ressources tech des tribus, en binôme avec mon homologue en CPO sur la partie produit, puisque les équipes sont mixées produits et tech. Ouais. Et puis de la même façon, on va trouver un responsable du chapter sales, marketing et opération. Et est-ce que dans les squads sales, il n'y a que des gens sales, ou est-ce que du coup on retrouve aussi peut-être des gens, alors j'imagine un peu tech pour la partie tout ce qui est avant-vente, mais est-ce que tu retrouves aussi des gens du produit qui peuvent donc aussi alimenter directement des squads de delivery par exemple ou Alors sur Sales, on travaille sur des outils qui sont déjà intégrés. On a une petite équipe SalesOps qui vient faire des automatismes, qui vient faire aider à travailler les sales au quotidien. Après, les sales vont plutôt être, on va dire, donneurs d'ordre pour la roadmap produit. Et après, on va plutôt travailler dans une logique capacitaire. C'est-à-dire que les ressources vont pas être spécialement détachées. Elles vont travailler en capacitaire au sein des squads et elles vont s'alimenter d'un backlog qui sera de temps en temps teinté par des besoins sales. Là, on a le cas d'une migration par exemple sur le CRM. Et ben c'est porté par les équipes produits en fait. Ok.
Cette organisation était déjà en place quand toi, tu es arrivé chez Time? Alors, non, elle était pas en place. Quand je suis arrivé chez Time, donc c'était il y a un peu plus de 3 ans, on était à peine plus d'une centaine de personnes dans l'entreprise. Donc autant dire que, c'était comme si on était en monotribu, finalement. Et puis il y avait enfin voilà, on était en monotribu, il y avait pas forcément cette logique, de dispatch entre les produits aussi. Il y avait moins de produits à l'époque. On avait toujours quand même cette logique de squad qu'on appelait plutôt des équipes à l'époque et qui était orientée dans une logique quand même plutôt feature team, malgré tout, puisqu'on appelait ça à l'époque, nous on appelait ça des product lines, bon, dans notre jargon, pour fuir aussi un petit peu tous les termes framework. Et si je devais comparer par rapport à aujourd'hui, c'est grosso modo comme s'il y avait une seule tribu. Et le plafond de cette organisation, c'était quand on est passé vite à 200, 250 en fait, et que là, du coup, on n'avait plus, on perdait en fait en interaction. Ça devenait compliqué à suivre, à gérer, à piloter. Et d'où après le découpage, on est revenu finalement à 2 fois l'équivalent presque de 2 fois la tribu d'avant en fait. Voilà. Ça a été juste un effet d'échelle qui a motivé cette organisation, ou il y a eu aussi, de ce que je comprends, là vous étiez en feature team à l'époque, là maintenant vous êtes sur des squads qui ont une orientation qui est un peu plus sur ce qu'on pourra aussi appeler des impact teams. Ça a été quoi la motivation de ce changement d'organisation? Le trigger principal, ça restait la taille des équipes, la taille maximale des équipes, et aussi l'animation pour en fait aligner la roadmap stratégique et le delivery en fait. C'est-à-dire que au-delà de l'animation qu'on a en vertical sur les chapters, on a mis en place une animation sur les tribus. Donc on a des porteurs de tribus qui animent finalement la tribu un peu comme si c'était une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Dans une logique où déjà ils ont la capacité est plutôt drivée par la tribu produit, au sens où la roadmap en fait elle va être déterminée aux bornes de chacune des tribus, et du coup finalement on reproduit le modèle, en fait on clone quelque part le modèle en faisant 2 morceaux de la même façon en fait. Et donc il y avait à la fois cette logique de taille critique et puis cette logique d'animation en fait au niveau des tribus. Et moi par exemple, avant qu'il y ait cette organisation, puisque finalement les tribus sont arrivées il y a moins d'1 an, et ça fait partie aussi de notre mode de fonctionnement, c'est que l'organisation pivote très rapidement en fait pour s'adapter justement systématiquement. C'est que finalement j'avais que cet appui en vertical finalement sur les équipes tech, c'est-à-dire que j'étais en direct pour capter une évolution d'équipe, un besoin de capacité, etc. C'était un petit peu c'était à l'intuition et avec la base des équipes. Là, systématiquement, j'ai du coup un alter ego dans la tribu, et on est au moins 2, on va dire, pour parler d'une équipe ou d'une ressource, puisque à l'intersection des verticales, enfin de la tribu et des chapters, on est généralement 2 à minima pour une équipe. Et à l'inverse, vu des équipes, elles ont aussi là où j'allais dire à l'époque elles avaient entre guillemets que moi côté tech, et il y a maintenant aussi quelqu'un qui vient de la tribu et qui arrive sur le produit, quoi. Et les chapters eux, sont transverses aux 2 tribus. Les chapters sont transverses aux tribus, voilà, c'est ça, aux tribus, en fait, à toutes les ressources techniques aussi. On a quelques ressources périphériques, notamment sur le CRM, puisqu'on configure aussi notre propre CRM, et puis on a on a mis ça aussi dans une logique de tribu plus petite, sur ce qu'on appelle la tribu plateforme. Et donc là, c'est une tribu qui vient porter les chantiers techniques qui sont pas adhérents en fait à un produit ou à un autre. Dedans, on va retrouver l'équipe DevOps, notamment, qui va gérer toutes les infrastructures. En plus, on est sur une architecture SaaS globalisée, en fait, où l'API, on a beau être en tribu, en fait, c'est la même API derrière qui est interfacée pour les deux tribus. Et dedans, on va retrouver aussi la RSSI, on va retrouver la qualité, on va retrouver tout ce qui est architecture. Et on y met progressivement aussi une logique de components team en fait sur des enablers transverses. Donc typiquement ça va être l'authentification. Aujourd'hui on travaille sur un sujet de modélisation du licensing. On travaille même aussi pour faciliter le boulot des devs aussi sur l'environnement de dev, etc. Et donc ça on est en train de grossir aussi sur cette capacité qui est pas prescriptive, hein, du tout sur ce que doivent faire les devs, et qui est plutôt là pour faciliter en fait le travail et décharger
les tribus produits de ce qui n'est pas feature-centrique, d'une certaine manière, pour les accélérer aussi plus tard dans le développement de la feature. Ouais. C'est du coup tout ce qu'on englobe dans ce qu'on appelle la developer experience aujourd'hui. C'est d'améliorer effectivement la manière dont les gens travaillent au quotidien, quoi. C'est ça, la développeur expérience, si on la prend du point de vue effectivement poste de travail, on fait aussi de l'animation interne sur les besoins en formation, on fait aussi de la participation aux événements, etc. Et ça, c'est porté par les mêmes référents que ceux qui pilotent aussi la roadmap purement tech, on va dire. Okay. Mais ça, c'est très articulé avec les produits, c'est-à-dire que la roadmap va d'abord se nourrir des priorités stratégiques, en fait, de la boîte, et derrière, on va chercher les enablers qui permettent d'accélérer le traitement des features. Et un sujet clé, notamment, c'est tout ce qui est performance. En performance, c'est le bon sujet qui fait que de temps en temps, il faut le prendre du point de vue produit. Feature-centrique, on va dire, parce que on peut avoir la meilleure stack du monde. Si on a un feature qui est mal codé, mal conçu, il peut mettre à mal les performances même de l'ensemble de l'application, potentiellement. Et à la fois, les équipes qui sont vraiment dans des sprints cadencés toutes les 3 semaines pour sortir du feature, de la fonctionnalité, elles n'ont pas non plus l'agenda pour aller tester des améliorations de perf plus globales, retravailler sur du dimensionnement d'archi, sur des optimes en base de données, etc., sur du sizing. C'est plus des sujets d'archi qui sont un peu plus au long cours. Une fois qu'on est sorti du mode pompier, on va dire, on va travailler sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, vu notre évolution, on soit toujours au taquet sur la perf, par exemple. Ouais. Comment est-ce que cette organisation par squad, cette constitution d'équipe, simplement, tu vois, tu as une mission qui est donnée à chaque squad. Comment est-ce que vous construisez ces missions et ces équipes? Alors, à l'intérieur d'une tribu, les squads, en fait, elles vont avoir un focus produit, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une partie du périmètre de service, en fait, qui correspond à, finalement, comme on pourrait dire un module de fonctionnalité à l'intérieur de la tribu. Il faudrait prendre un exemple métier si je prends l'exemple de la tribu qui gère les entrepreneurs, en fait, les clients finaux chez nous, on va avoir une tribu qui gère l'outil de devis et facturation, une squad qui gère la partie l'outil de gestion, l'application cœur, et puis une squad principalement qui gère l'aspect compte professionnel, par exemple. Donc là, le découpage se fait assez naturellement, en fait, autour de ces squads. Parfois, c'est ces mêmes produits finalement derrière qui reprennent l'offre client ont donné lieu à plutôt 2 squads qu'une en fonction de l'intensité de la roadmap, en fonction de la configuration des équipes, de la trajectoire. Et parfois, à l'inverse, les équipes étaient une seule squad finalement qui venait servir 2 de ces produits, quoi. Okay. Voilà. Donc ça dépend beaucoup de la roadmap. Et l'idée qui fait aussi pas mal mon job, c'est en fait de se dire justement comment on détermine la bonne capacité. En fait, c'est plutôt le métier qui va venir dire, en fait, on a telle roadmap, voilà, on va avoir une roadmap glissante, 3 mois, 6 mois, etc. Ça va donner un poids relatif, puisqu'on est globalement à effectif constant, sur, grosso modo, en reflet, où est-ce que doivent être les capacités. Et derrière, on essaye d'abord de pivoter sur le backlog des équipes, c'est-à-dire de garder la stabilité des équipes agiles, qui fonctionnent justement bien, parce que, on le sait, l'équipe, ce qui fait sa vélocité, c'est surtout sa stabilité. C'est le fait que les gens se connaissent, ils ont l'habitude de se travailler, ils se connaissent les uns les autres, ils savent comment gérer. Avec l'avantage en plus de ne pas avoir de gap de techno, puisque toutes les technos sont partagées finalement entre les différentes équipes. Et d'être capable de faire de ces capacités-là, traiter finalement n'importe quel item de backlog. Du coup, dans un premier temps, on va travailler plutôt sur le pivot d'alimentation des équipes. Et puis après, si le déséquilibre est trop fort ou si les priorités changent de façon trop brusque, mais bon, ça, moi, je suis content, j'ai l'impression de faire un bon job quand justement ça a été lissé au maximum. À ce moment-là, on va éventuellement changer les affectations des membres d'une équipe. Voilà. Okay. Mais j'essaye de faire que ce soit le plus rare possible. Et comment se détermine l'affectation d'une squad à un produit? En termes de personnes, tu veux dire? Ouais, c'est la squad qui dit nous on veut bosser sur tel sujet, ou est-ce que c'est toi qui attribues un sujet à une squad?
En fait, c'est plutôt le périmètre de la tribu et de la roadmap qui vient découper relativement naturellement, avec la modularisation de l'application, les différents périmètres. Donc, si je reprends l'exemple sur, voilà, j'ai l'outil de facturation, l'outil de gestion, l'outil de compte pro, bah, ils vont avoir chacun finalement entre guillemets leur roadmap Oui. à l'intérieur. Et du coup, bah, si on a 2 fois plus de trucs à faire sur le compte pro sur le semestre, bah, on va, voilà, en gros, soit déverser une partie de ce backlog-là sur une autre squad constituée, qui va finalement changer de mission, on va avoir une mission un petit peu mixte. Encore une fois, on est sur la même API, donc du coup, les gens ont l'habitude de voir le code, ils committent au même endroit, etc. Voilà, où on va se dire, bah non, il faut une deuxième capacité pour traiter cette augmentation, puisqu'on ne baisse pas forcément sur le reste. Donc là, on va se poser la question éventuellement de recruter, pourquoi pas, de monter une équipe, une capacité supplémentaire. Ça peut être éventuellement d'ailleurs en intertribu, c'est-à-dire ça peut être la tribu au global, l'autre tribu, expert comptable, qui vient finalement switcher de la ressource aussi avec la partie entrepreneur. C'est possible. Oui, mais en fait, ma question était plus sur la squad, elle est constituée d'individus qui, eux, peuvent être intéressés par un sujet plutôt qu'un autre. Tout à fait. Tu vois, comment est-ce que la squad détermine ou comment est déterminé le sujet auquel une squad va s'adresser? Bah, du coup, ça a été, c'était une petite révolution quand on a mis en place déjà la notion de product line qui s'est transformée progressivement en tribu. J'allais dire au début, on a laissé le choix et un peu par historique aux gens, on va dire, de les taguer progressivement. Ensuite, on a travaillé sur les capacités et après, on travaille sur les trajectoires individuelles des gens, en fait. Ceux qui aiment travailler ensemble, ceux qui ont envie de changer. Moi, je suis ravi d'entendre les gens qui ont envie de changer parce que finalement, il y a suffisamment... Il y a entre les gens qui cherchent la stabilité, d'autres qui ont plutôt envie de changer, d'autres qui veulent aller vers les nouveaux produits, etc. Et les opportunités que va donner en fait les besoins de la roadmap qui arrivent. Généralement, j'allais dire de deux besoins, on va faire 2 opportunités en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une nouvelle initiative qui part, je sais moi qu'il y en a un qui avait potentiellement envie de changer de projet, quoi, par exemple. Donc, je vais plutôt travailler sur ces axes-là en fait. Ok. Dans c'est une organisation effectivement qui commence à se généraliser, même si elle n'est pas encore, je dirais suffisamment globalisée, parce que ça reste quand même un schéma qui est intéressant. Pour toi, ça a été quoi les freins ou les difficultés dans la mise en place de cette organisation qui expliquerait que ce soit parfois difficile de la mettre en place pour d'autres personnes? Alors déjà, je pense que le premier ingrédient, c'est vraiment la capacité de faire travailler une squad, déjà, en autonomie, au maximum, sur son delivery, quoi. Et pour ça suppose, au-delà de la tech, de stabiliser aussi la fonction d'animation, donc Scrum Master, si on prend les termes Scrum, et la fonction PO, quoi. Et ça peut être une difficulté. Enfin, nous, je pense que c'est une des difficultés principales de la structuration autour du produit dans notre organisation. Et ça a souvent été un point de pivot dans les différentes générations du modèle. C'est le fait que le secteur dans lequel on travaille, donc les clients qu'on adresse, notamment les experts comptables, travaillent sur un métier qui est assez pointu en fait, et qui nécessite un fort niveau en fait de compétences métier pour être appréhendé et après avoir l'ambition de le traduire dans du logiciel en fait. Et après avoir itéré de plusieurs manières et avec plusieurs épisodes sur plusieurs produits, plusieurs équipes, etc., on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait pas se passer des métiers en fait à bord, qu'on pouvait pas se passer de rôle de comptable, voire d'expert comptable en fait dans les équipes pour traiter ce premier niveau de fonction product owner en fait. Moi j'ai l'habitude de dire que le product owner il repose sur trois pattes, quoi, sur 3 pieds, si ça devait être un trépied. C'est la compétence métier, c'est la compétence delivery et c'est la compétence méthodologique finalement. C'est-à-dire comment je gère un projet, comment j'anime un projet et comment on travaille en agile finalement d'un point de vue PO, quoi. Et chez nous, la patte, le pied de la compétence métier, il est vraiment essentiel. On a essayé de faire des projets sans cette compétence-là métier.
Voilà, donc on est obligé d'équilibrer les autres aspects, on va dire. Donc on vient soutenir cette fonction PO, la coacher, on vient mettre des rôles, on va dire un petit peu de proxy aussi pour que ça circule bien en fait en termes de discussion, de conception, de spécification, etc. avec les devs. Parfois on met un rôle d'animation, et c'est vrai quand on parlait des squads tout à l'heure, on parlait des critères. Finalement, il n'y a pas un seul modèle de squad en fait. Les squads, elles sont différentes les unes des autres en fait. Il y en a où on va retrouver un peu le by the book, on a le PM, le PO, le Scrum Master, l'équipe, etc. Et voilà, ça a l'air puriste, on va dire, entre guillemets, dans le modèle. Mais pour certaines équipes, ça fonctionne bien. Pour certaines squads, ça fonctionne bien. Voilà, la conclusion, c'est qu'en fait, chaque équipe a fini par déterminer aussi le mode de fonctionnement qui lui correspondait par rapport aux compétences qui sont à bord, par rapport à la nature du sujet aussi, par rapport à l'historique de la façon dont s'est stabilisée l'équipe. Et on voit des équipes où finalement on a un espèce de continuum finalement de la fonction PO à la fonction d'animation, à la fonction de delivery. Et les gens finalement sont en porosité en fait sur les différents étages, c'est-à-dire que en fait on a toujours besoin des activités que fait le PO, on a toujours besoin des activités que fait le Scrum, on a toujours besoin des activités que font les développeurs, mais on n'a pas forcément besoin que ce soit d'un individu à chaque fois, ou voilà, que chacun ait une seule étiquette en fait. Et en fonction des équipes, bah voilà, ces rôles sont plus ou moins étanches en fait sur telle ou telle nature de profil, quoi. Ouais. Quand tu parlais des proxys, je fais partie aussi moi des gens qui sont convaincus que il y a une nécessité que les gens comprennent le métier pour lequel ils apportent une solution, et ça à tous les niveaux d'une équipe, d'une squad, on peut l'appeler comme on veut. Quand tu parlais de ces proxys, c'est quoi l'idée? C'est que tu as des gens qui sont experts comptables plus et qui vont avoir un intermédiaire avec le PO pour faire une espèce de traduction? Ouais, d'une certaine manière. En fait, alors moi, ceux que j'appelle les PO dans le modèle, c'est plutôt ceux qui sont experts comptables, on va dire. C'est vraiment eux qui ont la roadmap en tête. Et les proxys, c'est plutôt les facilitateurs qui vont permettre de tirer cette matière-là et de la traduire après en entrant de delivery, quoi. Okay. En fait, si je raisonne à l'envers, si on met directement les métiers en fait avec les développeurs, ça va prendre du temps en fait. Ça va prendre du temps d'acclimater le dev qui n'a pas forcément envie, qui n'a pas forcément l'appétit d'aller se palucher 7 ans de compta non plus. Voilà, hein. Le PO produit classique qu'on va trouver sur le marché, il n'aura pas forcément envie non plus. J'ai pas encore trouvé l'expert comptable PO, moi, sinon je le recrute demain, pas de problème. Et l'expert métier, tout aussi expert métier qu'il soit, il a peut-être jamais parlé à un dev en fait. Il a peut-être jamais géré un projet. Il sait pas ce que c'est qu'un sprint, etc. Il sait pas ce que c'est qu'une spec. Bon. Donc ça crée quand même des écarts. Et donc, ces écarts, finalement, quand ils sont apparus, j'ai amené en fait un modèle où ils pouvaient être compensés de différentes manières. Parfois, c'était uniquement un rôle d'animation. Parfois, c'était un rôle de coaching. Et puis, si on tire le modèle, en fait, moi, la conviction que j'ai, c'est que c'est intéressant que cette roadmap, finalement, elle soit alimentée et elle soit imaginée, à la fois avec un entrant très métier, qui connaît le métier, qui dit en fait moi si je devais bosser sur l'outil demain, c'est ça que j'aurais envie de faire dedans, quoi. Et ça, on a des métiers très forts qui peuvent écrire de la roadmap sur 3 ans. Et à la fois, je l'ai remarqué, j'ai des exemples concrets de ça. En fait, ça va monter assez facilement sur du delivery, ça va monter assez facilement sur de l'interaction, etc. Parce que par l'exemple, etc. c'est apprenant. Mais sur la fonction, j'allais dire produit, orientation vraiment utilisateur, expérience client, mesure d'efficacité de feature, en fait, sur tous ces aspects-là, qui sont des aspects vraiment pur product management, il peut y avoir un gap. Et à la fois, on n'a pas envie que le pur product management soit maître de la roadmap, pour cette question d'intensité métier qu'on a, en fait. Moi, je crois à une équipe métier qui a une maturité en fait et une compétence mixte sur du pur métier
et sur des aspects produits, en fait. Moi, j'ai eu l'exemple comme ça, c'était il y a déjà 2 ans, on fait un feature à fond la caisse, tout le monde se met dessus, il faut absolument faire ce truc-là. Donc on s'y met, etc. Les équipes sortent le truc. On part en prod, très bien, tout va bien. Et puis, je sais pas par quel... je recoupe des informations 6 mois plus tard, et je me rends compte qu'en fait, il y a eu 0 usage sur la feature. 0 usage sur la feature. C'est une façon de dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, ou littéralement 0? Non, il n'y en avait pas. En fait, personne n'avait utilisé le truc. Ok. Qui était soi-disant urgent, qui était soi-disant clé, etc. Et si on l'avait priorisé, c'était parce qu'il y avait potentiellement un intérêt. Donc là, je me dis 2 choses. Je me dis, c'est cool de le savoir, en fait. Et je me dis, on ne s'est pas forcément posé la question. Et quand est-ce qu'on s'est posé la question, finalement? Bon, là, on a découvert un peu par hasard. Et du coup, en fait, j'allais dire, le boulot un petit peu du métier, il s'est arrêté à, il a priorisé son sujet, il l'a poussé, il l'a validé, et le truc est parti, quoi, finalement. Et dans le cycle de vie, derrière, on se rend compte que c'est pas utilisé. Donc finalement, on n'a peut-être pas mis l'effort au bon endroit non plus. En plus, on s'est mis un rush sur un sujet. Et on n'a pas forcément travaillé dans une logique non plus complètement MVP, puisque on n'a pas... peut-être qu'on pouvait faire un bout du feature, en fait, le tester, le mesurer, etc. Puis, en fait, j'allais dire, personne ne s'est réellement posé la question à l'avance de savoir, ça concerne combien d'utilisateurs, finalement. Est-ce que ça va être utilisé? Comment je peux le vérifier après, dans la vraie vie? Est-ce que je le mesure vraiment, etc. Donc ça a été un pas. Et en fait, je pense que c'est normal pour le métier, en fait. C'est pas un réflexe pour le métier, en fait. Donc c'est là quand je parle d'éléments produits. Alors quelqu'un qui vient du produit, il va tout de suite dans cette logique UX research, mesure d'utilisation de features, il va faire des heatmaps de par où les gens passent, etc. C'est quoi l'expérience client, où est-ce qu'on peut gagner du clic, etc. Et moi, c'est cette combinaison, en fait, qui permet, je pense, d'être encore plus efficace. On peut faire, encore une fois, de la roadmap métier à 2-3 ans. On peut sortir du feature en mode garage, il n'y a pas de problème, mais derrière, du coup, c'est intéressant d'avoir la boucle qui va jusqu'à l'utilisateur, je pense. Ouais, complètement. Si tu veux bien, parce que il y a quelque chose qu'on a souvent évoqué à ce micro, c'est le principe ou la loi de Conway, qui fait donc le parallèle entre l'organisation d'une équipe et sa capacité à produire des systèmes en général à son image. Là, on voit que tu as une organisation t'as mis en place une organisation qui est extrêmement modulaire, extrêmement modulable. Donc, j'imagine que votre système est équivalent. On sait aussi que, tu l'as dit d'ailleurs un petit peu, hein, tu parlais de stabilité des équipes. On sait que pour que ces systèmes-là fonctionnent, notamment sur le long terme, il y a un besoin de communication, de fluidité au travers de ces différentes équipes. Tu as parlé de ce rôle d'animation. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle de cette lubrification justement de ces différents rouages, et je te propose de le faire de manière en prenant de hauteur petit à petit. Donc, on se concentrer d'abord sur la squad, après sur tes tribus, puis tes chat chapters. La première question, ce serait au niveau de tes squads, parce que du coup, tu en as combien aujourd'hui des squads? Tu en as en tout sur les 2 tribus? Tu dois en avoir une quinzaine? Ouais, c'est ça. En squad de delivery, on doit être à 12-13 squads. Si je compte delivery, c'est-à-dire je mets de côté la partie sales, marketing. Oui, qui est moins dans ton... Donc vraiment des pures équipes de delivery qui réalisent. On en a dans les tribus, on en a une quinzaine, près d'une quinzaine. Est-ce qu'il y a, je sais pas si c'est des règles, des best practices, des recommandations, mais tu vois, est-ce que ce rôle d'animation au sein de la squad, comment tu fais aussi pour que les squads restent, effectivement, agiles, soudés, et en même temps souples, parce que quand on parle de soudure, il y a quand même une certaine rigidité qui peut s'installer, mais tu vois aussi rester souple. Donc au niveau de la squad spécifiquement, comment tu fais pour maintenir à travers de toutes ces squads une certaine façon de faire, on va dire? Alors on a déjà un avantage, c'est que on est quand même monotechno, et on est aussi dans une suite de produits intégrés. Donc on va en fait avoir assez naturellement à se poser la question chaque fois qu'on fait un feature de savoir est-ce que je vais toucher au truc du voisin, ou est-ce que j'ai besoin de prévenir le voisin qui va quand je dis voisin, une autre squad du coup, sur ce feature-là. On a même, il y a certaines, il y a une squad qu'on a appelée pré-comptabilité qui est à cheval entre 2 tribus. On n'est pas tout à fait dans le modèle, mais finalement, elle incarne justement cette logique de dire je suis certain qu'il y a au moins un garde-fou au fait que on s'est posé la question,
au titre de nos 2 marchés, entre guillemets, au titre de notre entrepreneur et de notre expert comptable, de savoir si on touche à un truc en commun et s'il ne faut pas qu'on ait un effet miroir de si je touche quelque chose en pré-comptabilité, c'est-à-dire dans la captation des informations du client et dans le pré-traitement, et derrière, dans le traitement final de production comptable, il y a une forme de bijection en fait, et du coup, il faut que quelque chose qui soit fait d'un côté se répercute aussi de l'autre côté. Donc ça, j'allais dire que c'est un format d'adhérence en fait naturel qui va faire que déjà sur le produit, sur la logique fonctionnelle, on a une cohérence à travailler ensemble, qui va se traduire très concrètement par le fait qu'on va avoir des features en adhérence, donc des référents d'équipe, des PO d'équipe qui vont travailler ensemble sur voilà, et concrètement dans Jira, on va se retrouver avec l'Epic qui va se décliner ensuite dans les features et du coup l'Epic sera terminé que si les features ont bien été terminées de part et d'autre, quoi. Après on a aussi du coup de l'animation tech transverse plutôt par tribu, au sens où tous les backends en fait vont se réunir toutes les semaines pour travailler sur voilà, pour partager des bonnes pratiques, voilà, vraiment sur de l'animation type communauté, guild, partager des bonnes pratiques, proposer des ADR, voilà, on est vraiment sur des sujets comme ça. De la même façon sur les fronts, pareil, on est plutôt dans une logique un peu polarisée, partie expert comptable d'un côté, partie front de l'autre, mais ça au final ça correspond à tes chapters, ça reste... ce côté back-end. Alors ça reste dans une logique en fait quand même qui est intégrée au sprint, dans la mesure où ça va être quand même les sujets d'adhérence du moment en fait, et ça va être une forme de garde-fou au fait que tiens, vous êtes au courant, on est en train de changer tel truc, et potentiellement un composant transverse aussi, on est en train de retravailler sur l'authentification, on est en train de retravailler sur la modélisation des documents. Bon du coup ça va parler, parce que parfois les adhérences elles sont vues par la tech en fait d'une certaine manière. Ouais. Et du coup ça va permettre de fluidifier le delivery et d'éviter de détecter des conflits en fait à un moment donné, quoi, sur les fonctionnalités, quoi. Voilà. Et alors j'imagine que d'une certaine façon cette organisation donc on est d'accord, c'est que cette organisation transverse de tes bacs par exemple, ouais, ça correspond à un chapter au final, ou c'est à l'intérieur du chapter, mais ça se fait en plus petit groupe en fait, ça se fait à la maille d'une tribu aussi, c'est-à-dire qu'en fait oui, c'est les ressources du chapter qui se réunissent. Mais c'est pas tout le chapter, parce que le chapter il est multi-techno potentiellement, enfin il réunit toutes les filières technologiques, et là on est plutôt sur une communauté, je dirais, de back-end qui viennent avec une logique de représentativité à minima, on va dire un par squad, de façon un petit peu tournante aussi, présenter les adhérences et itérer là-dessus, quoi. Ouais. On n'est pas pour moi dans la logique chapter au sens où on va venir plutôt éponger des sujets tech transverses et de l'animation qui est plutôt, j'allais dire, dans une logique top-down, au sens où, je sais pas, on va travailler sur un nouveau pattern, où on va gérer, on va revoir la logique d'événements, par exemple, sur le bac. Là, on emmène, en fait, où on va travailler sur des SDK entre équipes. Ouais. Là, on va emmener l'ensemble des ressources du chapter sur une filière, mais plutôt avec un driver technique. En fait, c'est plutôt ça, quand je vois le chapter, je le vois vraiment d'un point de vue architecture, roadmap technique. Okay. Là, on est plus dans une logique communauté qui est drivée par le produit et qui est plutôt bottom-up par rapport à, voilà, grosso modo, je vous montre mon sprint, moi j'ai ça, tiens, j'ai touché à ça, ça faut peut-être qu'on commit ensemble, là, il y aura un test qu'il faut qu'on log sur le fait de dire, tiens, il faudrait qu'on révise aussi, qu'on repasse sur cette fonctionnalité d'onboarding, ouais, etc. Ouais, plus dans cette logique-là. Parce que, en fait, si j'essaye de bien maîtriser les subtilités de votre modèle, c'est que je comprends théoriquement l'intérêt, quand tu commences à bosser sur un truc, de prévenir ton camarade à côté que tu vas peut-être casser ce qu'il va recevoir ou l'info qu'il doit t'envoyer, parce que c'est comme ça que tout le monde travaille mieux ensemble. Mais ça, c'est la théorie, de te dire que c'est bien de prévenir ton camarade. Dans la réalité, il se peut que les maillons de communication, les channels de communication soient coupés. Donc si cette communauté, c'est juste ces deux personnes qui échangent entre eux, comment tu fais pour t'assurer que cette communauté, elle existe? Pour moi, c'est ça aussi le rôle du chapter, c'est t'assurer que toutes ces personnes-là, en fait, communiquent entre elles. Mais si ta communauté, elle est juste de ces deux personnes-là, comment tu fais pour t'assurer que ces deux personnes-là, elles communiquent à un moment? On essaie de travailler aussi via les outils de collaboration. Donc, en gros, on a une revue des adhérences, même si les personnes, elles sont pas forcément à l'hebdo. Elles vont loguer, en fait, une ligne dans un tableau sur le fait de revenir là-dessus. Et puis ensuite, il y a
il y a quand même des ressources, j'allais dire, enfin, le sponsor de l'animation, c'est le VP Engineering dans la boîte, et lui, il s'assure en fait qu'on a capté les éléments, quoi. Et typiquement, je crois que ce qu'ils font, c'est que la veille ou l'avant-veille de la réunion, en gros, ils ouvrent le channel qui dit c'est quoi vos sujets. Il se peut qu'il n'y ait pas d'ordre du jour, bon, ou quoi, mais au moins les gens vont dire ah oui tiens, voilà, s'ils l'ont pas posté d'eux-mêmes, s'ils l'ont pas backlogué dans l'agenda de la prochaine réunion, à minima, ça, voilà. Donc et puis après on adapte, j'allais dire, si on a loupé des trucs, bah, par l'expérience en fait, on va se poser la question de savoir pourquoi on a loupé ou pas, etc. Après je pense que c'est bien que de garder aussi un peu de flexibilité, on va dire, dans les équipes. Pas les obliger à lever la main tout le temps non plus, etc. Quoi, voilà. Puis après, c'est à elles de sécuriser leur code d'une certaine manière. Et on a eu l'exemple qui est ressorti récemment, parce que justement, il y avait, on a l'idée, enfin, dans cette modularisation, du coup, entre les différentes squads, finalement, qui se projettent plus ou moins dans la partie applicative, on s'était mis dans une logique de dire, entre guillemets, SDK systématique. C'est-à-dire qu'en gros, pour parler au contenu, au service d'une autre squad, il faut que je passe, j'ai pas le droit d'y aller en direct, d'aller taper les tables, les services bas niveau, etc. Je passe par la couche, pas forcément d'abstraction, mais je passe par le contrat d'interface en fait qui est proposé par l'équipe. Bon, alors donc ça s'est mis à faire un petit peu boule de neige parce que en fait du coup il fallait construire le SDK de proche en proche potentiellement, la question se posait pour toutes les squads. Et puis ça a fini par embrouiller auprès des métiers parce que c'est devenu en sprint planning, ils sont arrivés et ils disent ah oui mais là il faut qu'on demande à l'équipe, l'autre squad de faire le SDK et tout. Donc finalement on a amené une problématique en voulant faciliter peut-être les intégrations, limiter le fait de se marcher dessus, etc. Et on en a fait un sujet finalement de trop haut niveau pour être bien traité, et finalement ça a fini par être un faire frein, peur aux métiers, qui comprenaient plus, qui avaient des capacités qui n'étaient pas gérées, etc. Donc du coup on a dû enfin voilà, ça a été un mouvement naturel, et finalement il était presque un petit peu excessif parce que il y a eu une surinterprétation de la logique de modularisation, etc. quoi, plutôt que de définir en fait les bons contrats, quoi. On parlait d'abstraction tout à l'heure, remettre une couche d'abstraction, oui c'est intéressant, c'est utile, ça permet aussi de préciser les responsabilités d'une équipe sur une partie du modèle, une partie des datasets, une partie des services. Et c'est intéressant dans la modularisation parce que ça permet de scaler après plus facilement. Donc c'est des trajectoires, mais il faut pas être puriste non plus, je pense, dans l'approche, quoi. Voilà. Et du coup on est redescendu, et moi la préco que j'ai faite à ce moment-là, donc j'ai rassuré le métier un petit peu sur le truc, donc ça resterait un sujet tech. Et en fait l'invitation que j'ai faite, c'est que j'ai invité les squads à se dire en gros je voudrais consommer finalement tel service qui est censé être géré dans tel squad par exemple, et donc du coup je vais finalement construire le SDK entre guillemets du périmètre de l'autre squad que moi je vais consommer en fait. C'est-à-dire qu'on met plutôt l'effort d'amélioration finalement sur celui qui en a le besoin, en fait. C'est-à-dire pour consommer cette fonctionnalité, moi ça m'arrangerait que tel truc soit exposé. Bon, plutôt que d'aller dire à la squad à côté, est-ce que tu veux pas me faire ce truc-là, et entre guillemets aller dans des sujets de prio, de squad, etc., de capacité de ressources, dire en fait je vais prendre cet item-là, je vais le prendre dans l'équipe en fait. Et du coup je vais aller dans le bon sens en fait en termes d'architecture. Je vais pas en faire trop, je vais faire juste ce qu'il faut, et je réalise le contrat, et voilà. Et finalement si je me dis non j'ai pas la capa et tout, c'est un arbitrage qui permet de dire est-ce qu'il y a un enjeu ou pas, est-ce que je vais vraiment réutiliser le service ou pas, est-ce qu'il va potentiellement bénéficier à d'autres squads ou pas. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans l'architecture, on est vraiment dans ce paradigme d'architecture bottom-up finalement, qui je trouve très vertueux. Ouais, carrément. Tu nous disais aussi tout à l'heure qu'au final chaque squad aujourd'hui a trouvé un peu sa façon de fonctionner et son organisation, tu laisses une certaine liberté. Au-delà de effectivement laisser de la liberté, donc j'imagine que tu as quand même un rôle d'animateur ou d'animation dans chaque squad. Est-ce qu'il y a un certain nombre de règles de base quand même qui sont imposées à chaque squad, où tu dis vraiment chaque squad gère son animation comme bon lui semble? Non, franchement je dirais qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Moi je crois beaucoup à l'amélioration continue, donc en fait en gros
on va suivre les rétrospectives en fait des équipes concrètement par sprint. On va récupérer les items qui ressortent en fait de l'amélioration continue des équipes, et on va venir aider les équipes à lever des freins qui peuvent pas être gérés finalement au niveau d'une seule squad, quoi. Ouais. Et ça, on essaye de le faire aussi en croisant des axes d'amélioration qui peuvent remonter de plusieurs équipes en même temps en fait. Voilà. Donc finalement, on va laisser l'équipe le plus en autonomie possible. On va analyser quelque part sa performance au sens où voilà, ça délivre bien. L'équipe est autonome finalement, et si on peut la rendre encore plus autonome, j'allais dire, c'est encore mieux. Et qu'est-ce qu'on peut faciliter pour lever les freins et soulager l'équipe en fait de ses freins, quoi. Voilà. Et ça, on va le faire d'un point de vue pure animation dans certains cas. Parfois, c'est même, moi j'aime bien mettre les équipes RH aussi vraiment en proximité de des sujets qui sont souvent drivés par voilà, des sujets de motivation aussi, des épisodes dans les équipes, finalement de changements constants auxquels les gens sont habitués aussi, mais où on peut avoir, parce qu'on fait attention en fait à, j'allais dire, comme il n'y a pas de management très localisé, de middle management, etc., c'est vraiment au gré des équipes finalement de laisser émerger les problèmes, quoi. C'est-à-dire que si les équipes ne parlent pas, ne viennent pas voir le management, finalement les choses vont peut-être stagner en fait d'une certaine manière. Voire moisir. Après, voilà, voire moisir. Donc c'est le travail de facilitation, il va se faire, et je prends l'exemple à mon niveau, si j'ai la remontée d'infos, en fait, moi je m'appuie vraiment, la matière que j'ai, c'est la remontée d'infos des équipes. Les équipes peuvent pas avoir le même niveau de recul, entre guillemets, à la maille d'une équipe, par rapport à la maille de 15 squads. Quand moi je vais écouter 15 squads, les 15 entre elles vont pas forcément parler, donc moi je vais détecter des opportunités, en fait, ou des redondances de sujets qui vont être pertinents à améliorer. Et on parlait tout à l'heure de l'exemple de moi j'aime bien dans mon job, c'est je transforme les problèmes en opportunités. Le cas typique, c'est j'écoute les squads, etc. Il y a une squad qui est en surcharge, cas classique, et puis à côté, j'ai un gars qui a envie de changer, en fait. Voilà. Sauf que l'info, elle va pas se savoir naturellement, en fait, d'une squad à l'autre, puisque bon, la squad en surcharge, elle est à un côté de l'organisation, elle est sur ses points, etc. Le gars qui a envie de changer, c'est peut-être une trajectoire, entre guillemets, dont il s'est pas forcément ouvert à tout le monde non plus, c'est peut-être passé par les RH, etc. Et du coup, finalement, il y a potentiellement deux problèmes locaux, mais qui sont finalement deux opportunités, puisque en les croisant, en fait, je propose, en fait, de switcher la personne qui avait justement envie de changer sur une équipe qui est en surcharge, quoi. Et ça, si je fais ça de façon lissée, en fait, au fil de l'eau, avec l'anticipation, et l'avantage aussi de notre culture qui invite vraiment les gens à travailler, enfin, à s'exprimer de façon très libre, et parce que ils savent que l'organisation leur fait confiance, et que eux peuvent faire confiance aussi à l'organisation d'une certaine manière, on va lisser le risque, en fait, tout simplement, et on va être aussi dans cette expérience de l'agilité qui fait que voilà, en fait, on lève des freins, on les détecte et on les lève, quoi. Voilà. Alors après, si effectivement, ça peut être un revers aussi dans un mode très décentralisé, c'est qu'il peut y avoir des problèmes localement qui ne sortent jamais, en fait, et donc il faut aller aider les équipes et parfois aller choper de l'info. Ouais. Dans cette liberté que tu donnes à tes squads, est-ce que c'est-à-dire que tu peux avoir une squad qui a un sprint d'une semaine, une autre qui a des sprints de 3 semaines et une autre qui est en Kanban? Alors, sur les sprints, on s'est cadencé sur 3 semaines. Okay. Encore que, en fait, le back, lui, livre quotidiennement. C'est plutôt les fronts qui sont alignés. J'allais dire... Alors, Kanban, Scrum, là, c'est vraiment à discrétion. On a plutôt des modèles qui sont sur du Kanban, d'autres plutôt sur du Scrum. Généralement, le critère, c'est le niveau de préparation à l'entrée des sprints, en fait. On a des équipes qui fonctionnent plus en flux tendu. C'est généralement les équipes assez matures où le niveau d'appréhension du métier par la tech est suffisant pour pouvoir, en fait, être relativement prédictif sur son delivery sur ces sujets, en fait. Okay. Et en fait, les sprints viennent cadencer plutôt une logique de branche de release, en fait, qui fait des lots, parce que, en fait,
Globalement, d'un point de vue client, 3 semaines, c'est bien comme rythme. C'est même intense, d'une certaine façon. Parfois, les clients se plaignent que ça évolue trop vite. En fait, en tout cas, on n'a pas besoin, a priori, de resserrer même si techniquement, on pourrait le faire. Et globalement, le front, 3 semaines, c'est bien aussi, parce que derrière, on a une phase de QA, notamment avec des tests manuels, qui est assez coûteuse quand même, qu'on cherche à automatiser, mais qui est, du coup, toutes les 3 semaines, c'est déjà une bonne cadence. Et il y a aussi les releases sur la partie mobile, qu'on essaie de synchroniser avec le front, puisqu'on essaie globalement de faire l'ISO fonctionnel. Et là où on a des logiques de publication sur Apple Store, Play Store, avec des cycles de validation, éditeurs, etc. Et du coup, pour les mêmes raisons, on s'aligne sur ce rythme-là. Après, j'allais dire, l'équipe front qui demain vient me dire je fais des sprints d'une semaine, ça va le faire en fait. Le point commun, ce sera on se retrouve dans 3 semaines, tu feras ta démo 360 au niveau de la tribu, et ça marche aussi, quoi. Et si elle veut shipper aussi toutes les semaines, je dirais pourquoi pas, quoi. Moi, on n'est pas en déploiement continu sur le front, c'était une intuition que j'avais au départ, en fait, en me disant bon, il faudrait qu'on y aille. Finalement, ça manque pas forcément. Et par rapport à d'autres organisations où j'ai vu que c'était plutôt le back qui ralentissait généralement, on attend plutôt le back parce que lui, il a des cycles de release plus longs, justement, etc. Là, le back, lui, est en full DevOps, quasi déploiement automatique. Et ça, c'est un vrai atout pour le coup, dans le cycle de delivery. Et aujourd'hui, je me sens pas ralenti par la fréquence des fronts, en fait. Ok. Donc maintenant, si on monte, on va dire, d'un cran, comment tu garantis une fluidité dans ces interactions inter-squad, et que toutes ces squads fonctionnent bien ensemble, qu'elles se répartissent bien le travail, ce genre de choses. Enfin, comment ça au sein d'une tribu, comment ça s'organise? Donc là, je dirais l'animation, elle passe pas mal par le relais des produits. Donc franchement, il y a un vrai effort qui est fait du côté des produits de gestion des roadmaps et de mise en commun en fait des capacités, des priorités. Donc on a une équipe métier qui s'est vraiment que je salue et qui a fait un excellent travail de mise en commun. On a de toute façon, on doit passer par la case des adhérences sur certaines capacités transverses. Par exemple, sur Android et iOS, on a des équipes dédiées puisqu'on fait du natif. Et ces équipes-là, elles sont pas à proprement parler, elles sont pas intégrées de la même façon au squad. C'est-à-dire qu'en fait, elles travaillent plutôt sur une mise en commun de tout le travail qu'il y a à faire sur respectivement Android et iOS pour le contenu du sprint. Et ensuite, parce qu'en fait, on n'a pas on n'a pas de quoi en mettre un par squad ou 2 par squad, en fait, ce qui permettrait d'avoir cette taille critique qu'on a pour le front et pour les backs globalement. Comme eux sont moins nombreux, ils vont être dans une logique un petit peu de goal volant finalement pour aller mettre l'effort là où il faut par rapport à un sprint. Potentiellement, sur un sprint, il va y avoir un produit, l'équivalent d'une squad, qui ne va pas produire de fonctionnalité mobile. Donc tout l'effort finalement va être réparti sur les 2 autres, et inversement. Donc j'allais dire, pourquoi je parle de cet exemple-là sur le mobile, c'est que ça met tout de suite en fait dans la perspective de dire il faut que je gère l'intersquad finalement. Puisque ne serait-ce que le fait de devoir le faire pour la case mobile, ça m'invite, on fait un exercice plus difficile le faire pour tout le si monde. on devait le faire sur tout le monde. Donc ça vient assez naturellement. Et ça, c'est animé pour le coup dans une vision de chapter sur la partie produit, puisque sur la partie toutes les ressources produits sont dans les 2 tribus produits fatalement. Enfin voilà. Et sinon sur la partie tech, il y a le support de la tribu plateforme aussi. Donc cette tribu plateforme, elle a des ressources qui travaillent plutôt en run, on va dire, sur tout ce qui est à la fois bien entendu supervision de la prod, performance, monitoring, etc. Sur de l'amélioration faciliter le release management, mettre à disposition les autres environnements qui sont pas en prod, etc. Et puis on a une logique aussi on a intégré grâce à cet hébergement de composants transverses. Donc je prenais l'exemple de l'authentification, du licensing, etc. Et il y en aura d'autres. Il y a aussi tout ce qui est API public, par exemple, tout ce qui est factorisable finalement, et qui n'est pas forcément très teinté par un produit. Et derrière, on a finalement une squad qui peut avoir cette logique un petit peu de goal volant aussi, pour aller chercher et éponger les backlogs des différentes équipes. Et du coup, assez naturellement, comme elle est finalement dédiée sur cet aspect-là,
elle va naturellement, en fait, aller croiser tous les besoins qu'il va y avoir dans les différentes équipes, quoi. Avec un niveau d'accrochage, on va dire, sur les tribus qui est plus ou moins important en fonction des gens. Souvent, la plupart de ces gens-là sont venus aussi travailler à l'intérieur de squad, sur notamment un focus produit, donc ils vont plutôt amener cette interaction naturelle, on va dire, sur la surface du produit. Il y en a d'autres qui sont venus uniquement sur la partie API technique. Et puis à la fois, c'est une variable d'ajustement sur la capacité, c'est-à-dire que nous, on a l'exemple des perfs, on est un peu victime de notre succès aussi, et l'application, elle grossit énormément, c'est super. On a de très belles infras et ça tourne plutôt bien. Mais on sait que si on continue à faire x2 tous les 6 mois, il vaut mieux, enfin, ça peut aller vite, quoi. Il vaut mieux qu'on prépare le coup d'après, quoi. Et à la fois, si on a un problème de volumétrie, je sais pas, typiquement, les clients nous déposent des documents. Bon, sur le modèle document, il y a une équipe qui s'occupe du modèle document. On peut pas faire peser sur cette équipe le fait de traiter les performances bout en bout parce que tout le monde consomme les documents. En fait. Tout le monde vient mettre des documents, tout le monde vient consommer des documents. Donc ce serait en quelque sorte injuste finalement de faire peser sur elle cette responsabilité. Et du coup, ça va au-delà de l'ownership de dire finalement, il y a ce cloisonnement naturel qui se fait sur les équipes parce que grosso modo, c'est vous qui gérez le composant. Là, on va être dans la logique inverse de dire en fait, parce que justement vous avez les documents, parce que vous avez des features à faire, nous, on va venir en fait se coller à vous, finalement, pour traiter l'aspect perf dans une vue plutôt transverse. Ok. Donc ça, un peu dans le parallèle que j'avais sur la partie mobile, en fait, ce trigger-là de transversalité naturelle via la perf, comme il était un peu naturel sur la partie front vue des mobiles, il oblige finalement à la mise en commun, il oblige à une immersion un peu systématique et une articulation en fait sur le travail de chaque équipe, quoi. Okay. Et donc du coup c'est comme ça qu'on va détecter un truc qui a peut-être rien à voir au départ avec le sujet de la perf, mais pour dire attention, là il y a le compte pro qui touche à un truc et puis vous sur la créa apparemment faudrait peut-être mettre en commun, quoi. Et boum, en fait voilà, on dérisque comme ça. Ah, je vois. Et pour terminer sur les chapters, comment est-ce que tu fluidifies la communication sur les chapters en sachant que les gens, ils ont déjà leur squad, leur tribu, ils ont déjà leur run quotidien à gérer. Ouais, alors sur le chapter, on va être un peu plus light, on va dire. On est encore, on est encore en construction là-dessus, clairement. Moi, on travaille sur 2 volets qui sont plutôt, on va dire, animation interne, animation externe. Ce que j'appelle animation interne, c'est une logique quelque part un peu de carrière pass pour les développeurs. On a donc encore une fois cette entreprise qui pratique pas les titres, qui a pas une grille de progression, etc. Voilà, chacun aussi doit porter lui-même son évolution, est-ce qu'il veut évoluer plutôt vers du leadership, plutôt humain, plutôt technique, etc. Bref. Là, on a un petit enjeu d'industrialisation, on va dire, parce que les équipes ont grossi assez vite, et donc on va chercher à offrir cette lisibilité en fait aux équipes pour baliser quelque part un petit peu, voilà, comment s'y retrouver dans cette évolution, quels sont les marqueurs et surtout comment on peut faire évoluer les gens qui en ont envie en fait. Et ça, aujourd'hui, je m'appuie une nouvelle fois sur les capacités de la plateforme. Pourquoi ? Parce que c'est toujours, j'allais dire, là où on a des équipes qui peuvent prendre du recul, en fait, qui ont cette capacité d'animation, qui ont cette articulation naturelle, puisqu'elles discutent déjà quotidiennement avec les ressources du chapter, qui sont quand même, pour 90% dans les tribus, et qui en plus ont, dans la tribu plateforme, l'intérêt d'avoir, en fait, tous les profils techniques qu'on peut avoir, puisqu'on va avoir, ça va du dev au DevOps en fait. Donc on a déjà toute la filière qui est déjà présente, quoi, en fait. Donc le fait de travailler le sujet localement sur la plateforme, ça va permettre de le diffuser en fait assez facilement sur l'ensemble du chat. Donc là on a un enjeu. Parfois on fait ça par techno, parfois on fait ça par filière. On travaille sur, on a pris aussi une guilde en format archi. On a vraiment travaillé sur, on a toujours bien sûr l'axe des perfs, qualité, sécurité derrière. Mais on va consolider les bonnes idées, des retours d'expérience, se faire aider aussi, pourquoi pas en externe, dans une logique un peu audit. Voilà, tiens, on se pose la question de revoir à tel moment, à tel endroit. Et voilà, tout ça, ça vit au rythme de la motivation des gens, en fait, des actualités, et puis
du test and learn finalement, qu'on vit sur bah tiens là manifestement on avait raté un truc ou on s'est pas rendu compte que ou, tiens on pourrait faire autrement, on pourrait faire mieux, etc. Voilà. C'est l'esprit d'initiative qui est assez porteur dans notre organisation en fait, qui permet de pas manquer de sujet en fait concrètement de ce point de vue là quoi. Voilà. Moi j'aimerais bien aider plus les devs dans cette logique de voilà d'embarquement, de les gens sont timides parfois dans l'ambition qu'ils ont en fait, dans le fait d'être accompagnés, dans le fait d'avoir des formations, etc. quoi. Moi j'ai envie de pouvoir aller plus loin là-dedans en fait, et de les éclairer un petit peu aussi parce qu'ils sont quand même focus sur du delivery et voilà. Et puis après il y a l'aspect animation externe qui arrive on va dire par le fait de s'ouvrir les chakras sur d'autres technologies, participer à des événements, écouter des podcasts. Écouter des podcasts, exactement, publier quelques articles, faire de la veille, voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai un peu confié des missions, on va dire animation externe, animation interne à deux rôles dans l'organisation et on itère là-dessus. J'avais l'ambition de faire un événement full chapter tech. Voilà. On a des événements plutôt full produit, mixed tech, voire soit tribu, soit toute la boîte. Et donc j'aimerais tester ce format-là aussi, voilà, sur un petit hackathon sur l'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on peut aller craquer comme sujet, voilà. Démarrer de façon modeste, mais voilà, et faire vivre finalement cette équipe, cette grosse équipe finalement qui a pas mal recruté aussi finalement, sur laquelle il y a voilà, des gens aussi qui n'ont pas forcément l'occasion de se connaître, quoi, tout simplement. On est arrivé assez naturellement dans la conversation effectivement à parler de ton rôle dans cette organisation. Bon, j'imagine que ces 100 et quelques personnes ne sont pas directement sous ta responsabilité immédiate, parce que je pense que ce serait ingérable pour toi humainement d'avoir autant de personnes au quotidien. Dans toute cette organisation matricielle, c'est quoi pour toi tes différents appuis, tes différents relais dans cette organisation? Ouais, donc effectivement, quand je suis arrivé, je te le disais, il y a à peu près 3 ans, la boîte était nettement plus petite, surtout dans le facteur 3 qui en 3 ans, je pense que la proportion sur la partie tech a été la plus importante. L'installation des product lines, puis des tribus, etc. Bref, c'est allé assez vite. Et moi j'ai cherché du coup, j'ai vu aussi une organisation qui dans laquelle finalement il y avait pas forcément une énorme appétence au leadership non plus dans les équipes. Des gens, on va dire, à la fois très tech, des gens très fidèles, des gens très compétents sur leur métier, sur leur façon de délivrer, plutôt très humbles aussi d'une certaine manière. Et pour certains aussi avec des, on va dire vraiment des refus ou des motivations à l'idée en fait aussi d'une certaine manière, aussi expérimentés qu'ils puissent être, aussi bons techniquement qu'ils puissent être, et je trouve ça génial de respecter ça aussi, et je trouve ça génial aussi que dans une organisation on puisse évoluer d'une manière personnelle en fait, qui correspond et qui est conforme. Voilà. Et ça a dû d'ailleurs m'ôter d'un réflexe que j'avais eu là pour le coup en cumulé sur mes expériences passées, donc une quinzaine d'années d'expérience quand je suis arrivé chez Time, qui était en gros, t'as un mec qui a dans ta boîte ou ailleurs, qui a globalement un CV qui justifie 6-7 ans d'expérience. Dans ma tête, c'était quelqu'un qui savait gérer une équipe. Voilà. En fait, c'était pas le cas, mais j'avais toujours connu ça, et parce que classiquement, dans l'évolution, on a touché forcément à une forme d'évolution qui fait qu'on a pu, je sais pas, ne serait-ce que accueillir un stagiaire jusqu'à gérer une équipe de 20 personnes, j'en sais rien, mais toucher à cet aspect-là. Et pour des ressources, donc là, le paradigme est assez inversé, puisqu'à l'inverse, les ressources qui avaient peut-être le plus d'expérience finalement dans la boîte, mais qui n'avaient connu finalement qui n'ont connu que cette entreprise, n'ont pas du tout été en contact avec ces sujets-là, en fait, ces sujets de gestion. Et du coup, il y a une forme de la lecture de la maturité en fait du leadership, elle est pas du tout intuitive dans la boîte. Donc ça a été un constat.
Et finalement, quand je faisais la somme de tout ça, et j'allais dire, c'est encore le cas aujourd'hui, finalement, j'ai presque pas assez de candidats, en fait, pour être lead, en fait. Même sur le plan de, en fait, est-ce que vous voulez, enfin voilà. Et je sens que ça manque aussi parfois aux équipes d'avoir, en fait, elles sont même, pour certaines, demandeuses. C'est-à-dire qu'il y en a, on va tourner autour du pot du sujet de ce leadership, on va beau essayer de se dire, mais on essaye un par un tous les mecs de l'équipe, etc. Et on sent qu'il y a un manque de l'équipe, en fait. C'est qu'il y a l'humilité, en fait, de dire, je suis prêt à me faire aider, en fait, par quelqu'un que je vais accepter, qui va avoir une légitimité, certes, voilà, à minima, on va dire, sur le plan technique, j'allais dire, et qui va décharger, finalement, ce poids que j'ai l'impression d'ajouter aux équipes, parfois, en allant toquer un petit peu, chercher des sujets. Ça peut être quoi? Ça peut être des sujets tout bêtes, hein. Ça peut être recevoir un candidat dans un entretien de recrutement. Ouais. Enfin, quand je dis management, c'est vraiment très large, c'est tout ce qui touche à l'aspect soft skill, on va dire, qui n'est pas pur delivery. Ça veut dire onboarder quelqu'un, ça veut dire co-participer à une réflexion RH sur, je sais pas, le télétravail, ce qu'on veut, ouais, c'est ça, en fait. De l'événementiel, enfin, voilà. Et parfois, je me retrouve vraiment, je parle à 60 mecs, et je me retrouve avec zéro écho, en fait, finalement. Donc ça, c'était un constat. Deuxième constat, c'était qu'effectivement, je peux pas gérer en direct tout ce monde-là. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que les gens ont envie que je fasse. Et c'est tant mieux, Et je reviens quand même sur la force de ces équipes auto-organisées qui s'autopilotent, en fait, hein, pour la plupart, et qui ont pas besoin de moi, en fait, pour la plupart du temps, et c'est très bien. Et devenir aussi, donc j'ai eu plusieurs manières de faire. Une manière de faire, c'était de me dire, il faut que, de toute façon, je peux pas recruter que du junior, que de l'alternant et faire monter, etc. Il faut que j'upskill il faut, sans casser la stabilité et la bonne inertie des équipes qui ont eu l'habitude de fonctionner, etc., avec les historiques, etc., essayer de faire grandir les gens qui iraient naturellement vers des sujets de prise de hauteur, et amener par le côté des personnes expérimentées sur CV, avec cette idée de préparation d'une génération de leaders, on va dire, de porteurs de sujets, sans contrainte de temps, sans agenda, en fait, sans agenda prémédité, mais dans une logique toujours où, de toute façon, ça va avec le modèle, le leader, il est coopté chez nous. C'est-à-dire que, aussi leader soit-il, enfin, personne n'arrive avec une étiquette de leader, en fait, chez nous. Ouais. Le leader, il est élu par l'équipe, d'une certaine manière. Et au-delà d'être élu par l'équipe, c'est l'équipe qui accepte ou pas de fait qu'elle a un leader, bref. Donc, première chose, voilà, du recrutement, on va dire, avec un échelon de niveau d'expérience qui permettent de préparer, en fait, et aussi de démultiplier les ressources clés, les fameux gars qui ont 15-20 ans d'expérience dans la boîte, qui peuvent pas se cloner à l'infini, qui sont passés de 20 à 80 développeurs sans forcément faire, entre guillemets, de petits, et qui sont malheureusement pas clonables, et qui sont, voilà, et dont il faut aussi que l'organisation puisse pivoter sur le fait que, voilà, ils seront pas là indéfiniment, qu'il peut se passer un truc, etc. Donc c'est un point faible quelque part en termes de redondance. Et puis après, clairement, ça s'est fait par opportunité, ça s'est fait aussi par conviction, prendre des relais, on va dire entre guillemets directs sur des périmètres. Donc là, moi sur la partie RSSI, j'avais un background théorique, j'avais pas la compétence du RSSI. J'ai commencé dès mon premier jour à chercher à stabiliser ce poste-là. Ça a pris un certain temps. Ça prend encore du temps. J'ai fait le constat au bout d'un an et demi, 2 ans. Alors, je me suis pas mal occupé aussi de tous les aspects produits, on va dire. Dans le sens product management, je parlais tout à l'heure de l'interaction, comment coacher le product management, etc. Comme j'avais fait pas mal de conseils là-dessus, j'ai aidé la stabilité de l'organisation, la définition des rôles, la composition des équipes, etc. Et la montée en gamme aussi, quelque part, des métiers, avec cette logique de quel rôle il faut mettre en proxy, comment se faire aider, etc. Et puis après, avec l'effectif qui augmentait, avec le fait qu'il y a des personnes plus pluridisciplinaires qui sont arrivées avec des logiques produits, etc., j'ai laissé un petit peu ce terrain-là, on va dire.
Et ensuite, je me suis rendu compte que le SI grossissait, en fait, que la perf devenait un sujet de plus en plus transverse, qu'on avait du mal à digérer, en fait, si on ne prenait que localement. Qu'il y avait des enjeux aussi sur la data, puisque là, on a parlé des tribus, on va dire, SaaS sur la partie fonctionnalité web, mais il y a quelques équipes périphériques, dont les équipes data qui vont travailler sur du machine learning en mode service pour accélérer certains traitements. Et il y a, là on est en plein dans la loi de Conway pour le coup, mais il y a eu filière technologique, rôle, stack, roadmap, enfin tout ce qu'il faut pour que ce soit bien séparé, et ça pour le coup on a bien réussi, sans doute trop bien. Et toujours moi cette ambition de pouvoir remettre les choses en commun, remettre la data au centre aussi, et travailler dans des logiques aujourd'hui d'architecture moderne data stack, on va dire, pour faire court, sur l'intégration de la donnée, puisque nous ce qu'on gère, enfin notre fluide, ça reste la donnée. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un agenda quand même technologique qui était intense en fait. Il y avait plein d'idées. Moi je fais des rapports d'étonnement, j'ai une intuition, j'ai une approche consultant on va dire qui fait que je bench les choses, etc. Et après il y a eu la capacité de mise en opération, elle n'est pas toujours là en fait. Il faut consolider, il faut prioriser. Donc là-dessus, je me sentais finalement, sans pouvoir être hands-on, on va dire, un petit peu. Enfin, il y avait un, j'allais dire un chaînon encore à structurer autour de cette fonction-là, d'une fonction en fait. Une deuxième personne pour venir appuyer cette roadmap technique, voilà. Et avec éventuellement une révision de nos rôles potentiellement. Enfin bref, je me suis posé pas mal de temps la question et ça s'est goupillé avec l'arrivée d'un profil hands-on, on va dire, plutôt architecte dans le SI sur la partie technologique. La conception avec une forte capacité d'animation aussi, une forte expérience d'avoir roulé sa bosse sur pas mal de contextes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un de mes relais principaux, on va dire, sur la partie roadmap technologique, priorité sur les sujets d'animation sur la plateforme, trajectoire globale du SI aussi, au niveau sur des intégrations, que ce soit à l'intérieur de nos briques, donc les sujets de Modern Data Stack typiquement, les sujets d'intégration aussi des différents partenaires externes. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Okay. Voilà, c'est un de mes principaux. Et le site en dernier, mais j'aimerais le remettre en avant également, c'est tous les aspects RH en fait. Je travaille énormément en RH finalement, parce que l'essentiel de mon job, ça reste quand même de la gestion d'équipe au sens prévenir les bobos, composer avec les envies de l'équipe, les envies de l'organisation, offrir des trajectoires, anticiper les changements de capacité, éviter que ce soit le Big Bang, que ce soit on change d'équipe tout le temps, on change de produit tout le temps, etc. Ça peut changer d'un point de vue stratégique, ça peut changer d'un point de vue fonctionnalité livrée, et derrière, j'essaie de faire que anticiper un maximum les coûts. Et pour ça, je m'appuie beaucoup sur la RH aussi, qui va m'aider. Enfin, moi, je fais vraiment du bout en bout sur la RH, donc je vais faire le recrutement, l'intégration, le capacity planning, les changements de trajectoire, les sorties, etc. Voilà. Et ça, c'est un relais quand même, c'est un relais essentiel pour moi, quoi. C'est-à-dire que c'est une RH, c'est pas des recruteurs en fait, c'est vraiment des gens qui travaillent au quotidien avec les équipes, avec les différents gens qui les orientent, dont moi aussi. Voilà. Donc ça, c'est mes relais principaux, quoi. Canon. Merci beaucoup en tout cas Arnaud pour toute cette vision extrêmement large de tes équipes chez Time. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast ShiftTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes? Ouais, avec plaisir. Bon, je sais pas exactement du coup à qui je m'adresse, mais potentiellement il y a quelques indépendants ou des gens qui réfléchissent passer en indépendant, etc. Je voudrais vous inviter à regarder du côté de Time. Si vous connaissez pas déjà les outils de gestion, hein, il y en a
Il y en a déjà des produits qui sont gratuits, notamment l'outil qui permet de faire des facturations des devis. Après, on peut aller assez loin dans la couverture fonctionnelle. Voilà, je termine avec ma petite publicité. Mais ça peut être intéressant. Et puis, le deuxième point, c'est en fait tout ça, toute cette culture, finalement, ça fonctionne beaucoup grâce au feedback. Et le feedback, ça s'apprend, en fait. Ça s'éduque, ça s'apprend. Ça se pratique aussi. Moi, je suis parfois, même si on est une entreprise libérée entre guillemets, j'ai connu des entreprises où plus hiérarchique, où le feedback se pratiquait de façon plus naturelle. Ça a été une frustration de me dire finalement il y a ce décalage alors qu'on est dans une entreprise libérée où tout est bienvenu finalement. Les sujets doivent être mis sur la table et il y a une espèce de retenue de feedback, etc. Voilà. Et par des outils de communication efficaces. Donc nous, c'est vrai que l'outil principal auquel on forme un maximum de collaborateurs, c'est des outils qui viennent de la PNL et de la CNV, donc communication non violente, notamment l'école de Thomas Gordon. Et donc je vous invite à regarder du côté de, par exemple, Leader Efficace, toutes les approches de communication bien traitante pour gérer les conflits sans perdant, et pour confronter éventuellement les gens sur les sujets et être capable de comprendre aussi les problématiques des gens, voilà, par l'écoute active, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment un périmètre passionnant qui s'articule extrêmement bien avec les logiques de leadership et qui se prête bien aux organisations aussi, mais qu'elles soient libérées ou pas, j'allais dire. Ça marche. Voilà. On mettra bien évidemment un lien en description. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, Arnaud, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Moi, je dois dire que je suis resté aux tabulations. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Voilà, plein de bonnes recommandations si vous êtes en train de constituer vos équipes, qu'elles soient déjà à ces échelles-là ou même avant, parce qu'il faut commencer à poser les bases bien avant. Et comme le disait Arnaud, tout ça, ça passe par beaucoup de communication, d'échange et cette culture du feedback. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des channels de communication, une fluidification de vos équipes. C'est effectivement la partie la plus importante. Je vous remercie beaucoup de partager ce podcast aussi autour de vous. Ça fait aussi partie des chaînes de communication, j'imagine. Partagez quelques épisodes de ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.